Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Océane de Greenscale. Bonjour Océane, alors aujourd'hui vous nous avez préparé un sujet qui sort des thématiques classiques de la RSE et j'adore ça. Bonjour Cassandre. Tu commences avec tes auditeurs et auditrices à bien connaître notre credo, de rendre bien concret et impactant toutes les thématiques de la RSE. Ça veut aussi dire de les instancier sur des typologies d'organisations différentes. Du coup, notre dernière édition de Scale ton impact, juste avant l'été, c'était avoir de l'impact quand on est artisan ou gérant de petits commerces. Parce que oui, en fait, quel que soit votre job, la transition écologique y a une place. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas des boutiques, des petits commerces qui sont des lieux qu'on fréquente au quotidien? Bien sûr, nous sommes tous concernés. Ouais, on l'a déjà dit, mais on le répète. Donc, on va vous donner toutes les clés si vous travaillez dans un commerce pour voir quel type de démarche est approprié. Et si vous n'avez pas de commerce, restez avec nous parce que ça vous donnera une autre façon de voir la RSE. Et puis, il y a des conseils qui s'appliquent au commerce qui s'appliqueront aussi sûrement pour vous. Et vous apprendrez aussi à déceler si votre commerçant de quartier est engagé ou pas. Et vu le nombre de commerçants en France, il y a quand même une marge d'action de folie. C'est sûr. Et on interviewera ensuite Thomas, qui est un commerçant qui gère un lieu. Alors, je vais essayer de vous faire deviner. C'est un commerce où tout le monde va, sans exception, ou alors c'est que vous êtes vraiment très chanceux. Je me demande franchement s'il n'y a pas une seule personne en France qui n'est jamais rentrée dans ce type de commerce. Mmh. Il y en a dans presque toutes les communes, sauf vraiment celles qui sont trop petites pour avoir des commerces. Ils ont même tous la même enseigne reconnaissable de loin, qui souvent clignote. Non mais là c'est trop facile, ils vont se deviner. Bon, en plus, si vous avez lu le titre de cet épisode, vous le savez déjà. Thomas travaille dans une pharmacie. Et donc, il va nous raconter la démarche RSE qu'ils ont mis en place avec l'aide de Greenscale. Et toutes les autres actions sur lesquelles ils ont travaillé seuls et ils font de l'impact vraiment concret dans cette pharmacie. Donc voilà, vous allez voir, c'est très inspirant. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on démarre par les actualités RSE du moment. Océane, qu'est-ce que tu as choisi? Alors la grosse news récente en dehors des élections, c'est quand même le vote de la fin de la vente des voitures thermiques d'ici 2035. Ça a été voté par le Parlement européen. C'est une mesure qui est très forte, qui affiche vraiment la couleur pour le domaine automobile. Les fabricants vont devoir se transformer très vite s'ils veulent continuer à vendre. Ça, c'est le côté positif. Et en même temps, la voiture individuelle, c'est 16% des émissions en Europe. Donc, clairement, ça a un impact assez gros. Petite précision pour les détracteurs des voitures électriques, il faut préciser cette étude de l'ONG européenne Transport et Environnement. Une voiture électrique qui a été produite en Chine et qui est conduite en Pologne réduit de 37% les émissions de CO2 par rapport à la voiture thermique. Et si on la conduit en Suède, on grimpe à 83% grâce à une énergie qui est décarbonée et donc du coup qui est assez similaire à la nôtre, donc on devrait avoir des résultats assez similaires pour la France. D'ailleurs, si vous allez sur le site de cette ONG, vous pouvez comparer les émissions CO2 par kilomètre en choisissant le type de modèle de votre voiture et celui d'une voiture électrique du marché actuel. Ouais, je mettrai le lien en description de l'épisode, vous pourrez aller cliquer directement dessus. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'une voiture électrique ne pollue pas sur tout son cycle de vie. L'absence de voiture et le recours au transport en commun ou au vélo sera toujours à préférer. Ouais, c'est vrai que la meilleure voiture, c'est pas de voiture. Mais que voilà, dans le modèle électrique, ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle roule le plus possible et donc les partager le plus possible. Parce que sinon, une voiture, c'est stationner 95% de son temps en général, donc autant la faire rouler. Tout à fait. Bon, alors de mon côté, j'ai choisi un sujet qui m'a enthousiasmée quand je l'ai découvert. C'est une étude de PwC, l'Institut de l'entreprise et la FNEGE qui s'appelle «L'entreprise de demain sera full RSE». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les entreprises vont devoir prouver leur utilité sociétale. C'est-à-dire qu'ils ont une vision à 2030 où ils disent que la RSE sera intégrée dans chaque fonction. Sera vraiment transversale, l'entreprise sera décilotée aussi grâce à la RSE
voilà pourquoi ça me donne beaucoup d'espoir, c'est parce que c'est complètement ce que je prône ici sur Écolo au boulot, que l'écologie, elle peut être portée par chaque salarié, par chaque professionnel, indépendamment de sa fonction ou de son service. Et de ce fait, il y a un énorme enjeu de formation pour que chaque collaborateur puisse prendre de la hauteur sur son métier et l'éclairer d'une vision RSE. Mais c'est un peu ce que j'imaginais moi en lançant Écolo au boulot qui se concrétise dans une étude prospective. Et moi aussi, je crois totalement à ce modèle. Il commence à être de plus en plus présent grâce à la loi Pacte qui a poussé le fait que chaque entreprise, en fait, devait prendre en main la RSE et devait se responsabiliser sur son impact. Et c'est quelque chose qui, du coup, se déploie un petit peu partout, dans tous les services, dans toutes les directions. Je trouve ça super positif. Oui, évidemment, c'est une prospective, ce n'est pas forcément ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver, mais a priori, nos entreprises, elles tendent quand même vers ça. Donc voilà, moi, ça me remplit d'espoir. Et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez aller voir l'étude plus en détail. Bon, maintenant qu'on a pris de la hauteur sur des enjeux un peu macro, place au local et à nos commerces de quartier. Océane, j'ai plein de questions sur ce sujet de la RSE chez les commerçants. Déjà, c'est quoi les impacts environnementaux principaux dans un commerce, dans lesquels tous les commerçants peuvent se retrouver? Genre, je suis commerçante, c'est quoi mes impacts principaux? Faut que je regarde quoi? On a détaillé tous les impacts dans notre newsletter, mais je vais essayer d'être concise pour une fois. C'est pas mon habitude. Alors, on a les classiques, l'énergie pour chauffer les locaux, le trajet domicile-travail des employés, les conditions de travail des salariés, évidemment. Et puis, on en a qui sont un petit peu plus spécifiques. Donc, dans le cas d'un petit commerce, l'activité principale, c'est d'acheter et de vendre des produits. Donc, l'impact de ces produits et de leur transport est un gros chantier en soi. Ces achats, ils vont sûrement générer des déchets. Ou alors, si on est artisan, il s'agit plus des déchets qui sont générés par la production, même la fabrication, finalement du produit qui est vendu ou, dans le cadre de la réalisation des services qui sont rendus, à votre public. Et finalement, l'accueil du public, l'accueil de vos clients, doit se faire en pensant à l'accessibilité à tous. Faut pas oublier, ça fait partie de la RSE aussi. Alors, j'en oublie sûrement énormément, mais pour moi, ce sont les majeurs qui vont venir s'appliquer sur un petit commerce. Ouais, à mon avis, ça donne déjà un petit peu de grain à moudre. Et du coup, au milieu de tout ça, par quel bout est-ce qu'on le prend? Comment est-ce qu'on commence à mener une démarche RSE? Alors, la base, quelle que soit l'entreprise, c'est de faire un point où ils en sont. Que ce soit un petit commerce ou une grosse entreprise, il faut savoir d'où est-ce qu'on part pour savoir où aller. Une évaluation d'impact environnemental et sociétal, par exemple, permet de connaître ses points forts, ses axes d'amélioration, ainsi que les priorités. En fait, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vous avez le plus d'impact, parce que par la suite, vous n'aurez pas le temps de tout faire, de toute façon. Alors, on continue souvent par la suite à faire un atelier pour décider de manière collective. Ce qui est intéressant, c'est d'engager aussi les salariés dans cette démarche pour décider des grands axes qui vont être travaillés. Donc, on va dire un petit peu les priorités de l'entreprise sur l'année à venir, les 2 ans à venir, etc. Qu'est-ce qui sera stratégique? Et après, ça nous permet de mettre un plan d'action concret qui va être totalement intégré avec le plan d'action de l'entreprise. Comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est à côté, la RSE, ce n'est pas genre un plan d'action qu'on fait quand on a le temps, mais ça fait partie des responsabilités de chaque salarié. Voilà. C'est un petit peu la base pour moi, c'est un petit peu le minimum en termes de structuration d'une démarche RSE pour pouvoir apporter de la cohérence derrière sur les actions qu'on met en place. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que bon, on peut lancer quelques actions comme ça pour démarrer, mais si on veut, être sérieux dans sa démarche, on structure la démarche pour, bah, voilà, savoir comment on avance, par la suite. OK. C'est ça donne beaucoup de visibilité en fait et ça va être important et puis il y a aussi tout ce qui le sujet des effets rebonds. Par exemple, quand on fait une action mais qu'on n'a pas envisagé que cette action-là pouvait avoir, un impact sur notre périmètre, là, typiquement, le fait d'avoir cette vision globale-là sur l'ensemble des impacts environnementaux et sociétaux, ça permet d'éviter au maximum ces effets rebonds. OK, très bien et en RSE, il y a parfois des labels. Est-ce qu'il y a des labels spéciaux pour les commerçants?
Oui, alors il y a pas mal de labels, mais souvent ils sont, sur différents sujets. On retrouve par exemple le label Commerce engagé qui a été créé par l'association Écosciences Provence. Il est déployé gratuitement, mais dans quelques régions françaises, et il permet, d'identifier du coup les commerçants qui sont inscrits dans une démarche de responsabilité environnementale, du coup uniquement environnementale, avec la partie, réduction de la production de déchets, des emballages, l'approvisionnement en circuit court, des économies d'énergie, voilà, des choses de ce type. Du côté des boulangers, on a le label Agri-éthique. Donc là, c'est un petit peu l'équivalent du fair trade, mais pour les boulangers, donc sur le commerce équitable. Où là, chaque acteur de la filière, l'agriculteur qui cultive le blé, le stockeur, le meunier et le boulanger, s'engage sur un volume, un prix et une durée de 3 ans minimum. En échange de ce prix qui est garanti, les agriculteurs, du coup, s'engagent à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques en culture raisonnée. Donc voilà, ça, c'est des démarches vraiment particulières. Après, on va avoir des labels plutôt locaux qui traitent du lieu de fabrication. On a fabriqué à Paris ou fabriqué à Lyon, par exemple. Là, du coup, il faut plutôt déposer un dossier et passer devant un jury pour pouvoir l'obtenir. Et on a un label que tu connais, je pense, le label commerçant zéro déchet. En fait, c'est un autocollant qui est apposé par l'association Zero Waste. Et ils fournissent également, en plus de cet autocollant, évidemment, un ensemble de conseils pour pouvoir s'engager dans la réduction des déchets. Et donc, clairement, si vous voyez un commerçant qui a cet autocollant, ça veut dire que vous pouvez venir avec vos contenants, vos sacs, etc., pour éviter les déchets d'emballage. Ouais, ça c'est hyper pratique, quand on le voit sur une vitrine de magasin, on se dit que là, on va pas se faire, envoyer bouler, si on vient avec notre boîte, ou notre sac. C'est pas mal rassurant. Et on a également un label qui s'appelle Répar Acteur, qui a été créé à l'origine par la CCI d'Aquitaine, mais qui est maintenant disponible dans toutes les CCI, dans toutes les chambres de commerce et d'industrie. Elle désigne tous les artisans et commerçants qui participent à l'allongement de la durée de vie des objets par la réparation. Et pour ça, il faut juste participer à une journée de formation collective et signer une charte qui s'engage à promouvoir la réparation auprès de votre clientèle, auprès du grand public et d'avoir une gestion exemplaire des déchets. Et finalement, ça a été mis il y a quand même quelques années. Sur la partie sociale, on a le Carillon. Donc là, c'est un réseau de commerçants solidaires qui permettent à toutes les personnes dans le besoin d'accéder gratuitement à des services de première nécessité. Par exemple, remplir une gourde, recharger son téléphone, accéder aux toilettes ou passer un appel d'urgence. OK, trop chouette. Bah, j'ai découvert, quelques labels que je connaissais pas, en effet. Et pour continuer, on posera aussi la question à notre invité, mais qu'est-ce qui décide un commerce à mettre en place une démarche? Est-ce que c'est forcément aussi le dirigeant? Ou est-ce que, par exemple, la personne qui approvisionne les rayons de la supérette et qui gère la caisse, elle peut amener des changements selon toi? Évidemment, si l'impulsion vient du dirigeant, c'est très bien. Mais moi, je vois au quotidien des salariés qui ont envie de changer les choses et qui, en portant le sujet eux-mêmes, impulsent toute une démarche RSE parce qu'ils reçoivent un accueil favorable quand ils en parlent. Donc du coup, si c'est votre cas, vous êtes dans une petite équipe, vous êtes proche de votre dirigeant à partir du moment où vous travaillez dans un petit commerce ou dans de l'artisanat. Vous pouvez en profiter pour aborder le sujet, lui proposer des idées, lui apporter des ressources, lui envoyer le lien de ce podcast même. N'hésitez surtout pas, envoyez le lien du podcast à tous les commerçants que vous connaissez. Ils ils vont trouver plein de ressources. Et même du coup, si votre dirigeant n'est pas encore réceptif, regardez dans vos tâches du quotidien, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'impact. Ça peut être par exemple, les emballages des produits que vous mettez en rayon, les chutes de matériaux quand vous créez un produit, ou les mises en avant, de produits qui vont être plus éco-responsables auprès des clients, par exemple. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon, on peut toujours commencer par quelque chose et puis après voir ce que ça donne et puis tenter une nouvelle, démarche, y aller un peu, progressivement. Et en parlant d'y aller progressivement, ça me fait penser à la question du temps, parce que la RSE ça demande un minimum d'investissement en temps comme tout projet ou toute démarche, hein. Et les commerçants, j'ai cette l'impression qu'ils sont très pris en général. Heu, Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour trouver le temps d'agir?
Poser la démarche, ça demande effectivement un petit peu de temps. Mais en fait, c'est nécessaire pour pouvoir structurer les actions qui vont suivre. Sur cette partie-là, c'est je pense à traiter comme un projet temporaire, une sorte de sprint à un moment selon l'organisation du dirigeant. Mais une fois que ce sprint est passé, pour le reste des actions, plus elles seront incluses dans le quotidien, quand vous parlez du plan d'action qui rejoint le plan d'action, habituel en fait vraiment du quotidien, plus elles sont incluses dans ce quotidien, plus elles font partie de l'activité même, ça peut être par exemple dans le choix des fournisseurs, moins elles vont être repoussées par manque de temps. En fait, moins on va les mettre de côté, hein, voilà. Ça sera quelque chose qu'on devra faire, comme l'ensemble et ça aura une bonne priorité. Alors, il reste toujours l'option de déléguer certaines charges pour gagner du temps et de l'énergie. Chez Greenscale, on réalise quelques, recherche de fournisseurs ou support de communication pour pouvoir libérer nos clients de ce qui peut être perçu comme une charge supplémentaire ou alors dans des moments, par exemple, peut-être un petit peu plus difficiles quand il y a une saisonnalité. Voilà, ça les aide un petit peu, mais c'est important que ce plan d'action-là soit vraiment inclus dans le quotidien et surtout délégué à l'ensemble de l'équipe. OK, ça marche. Et est-ce que tu aurais des exemples de bonnes pratiques à nous partager? La rentabilité de l'activité d'un artisan ou d'un petit commerçant est un sujet qui est, quand même assez important. Voilà. Si je dois m'arrêter sur une bonne pratique en particulier, ce serait, de questionner vos clients les plus engagés sur leurs besoins. Qu'est-ce qui est important pour eux dans la responsabilité, de leurs commerçants de proximité? Du coup, vous choisirez des actions ou des produits qui sont à la fois impactants et avec une bonne adhésion de vos clients. On va dire c'est gagnant-gagnant et ça vous permet, de faire un pas avec, une notion de risque un petit peu plus faible. OK, ouais, un bon conseil en effet, d'aller un peu plus vers, ce que je sais pas, ce que moi j'appellerais le marketing en fait, d'aller questionner ses clients. Oui, le marketing, quand il est bien employé, du coup, au service de l'impact environnemental et sociétal. Mmh. OK. Je me demandais aussi, si le fait d'être un commerce indépendant ou d'être, une chaîne ou une franchise, ça change beaucoup de choses dans les possibilités de s'engager? Ça dépend totalement de la franchise. En fait, plus la société de base impose des choix, de type, les fournisseurs, les transporteurs ou même la décoration, en fait, moins le franchisé aura une marge de manœuvre. C'est un sujet qui commence à être, bien pris en compte dans certaines chaînes de supermarchés, qui laissent, par exemple, la possibilité de se sourcer auprès de producteurs locaux. Mais ça devrait, normalement se décliner pour toutes les franchises, au fur et à mesure. Mais évidemment, en tant que franchisé, moi, je vous encourage à aborder le sujet avec la chaîne, avec la société de base pour pouvoir agir, du coup, dans les limites qu'elle fixe. De pouvoir justement en discuter et voir jusqu'où vous pouvez aller. Et puis après, finalement, c'est comme, pour moi, je le ressens, c'est comme si on est salarié dans une entreprise, ben, la société de base, c'est un peu le dirigeant, il faut aller le convaincre, de modifier des choses, quoi. C'est ça, exactement. Au départ, c'est peut-être juste, une conversation, lui signaler, votre intérêt finalement, aller dans ce sens-là et puis au fur et à mesure, je sais pas, leur partager des ressources, proposer des idées, et ça fait le chemin, voilà. Vous avez des humains en face tout simplement, genre on le répète souvent mais vous avez des personnes qui, du coup, vont évoluer eux-mêmes sur cette voie-là, vont pouvoir peut-être porter votre sujet, au auprès de, auprès de la direction et cetera. Et puis dites que c'est les clients qui vous l'ont demandé, si vous voulez un bon impact. C'est vrai que c'est l'argument ultime. Bon alors, demain, si j'entre dans mon chez mon commerçant de quartier, est-ce que, il y a des choses, grâce auxquelles je peux voir s'il est engagé ou pas? Alors, il y a des petits signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme par exemple, le fait qu'il ne distribue pas de sacs ou qu'il source ses produits en France ou avec des labellisations écologiques ou sociales. Mais en soi, il est assez difficile de savoir si ça fait partie d'une démarche globale ou si c'est juste quelques actions à la demande des clients.
C'est un commerce de proximité, donc profitez-en pour, prendre quelques minutes et discuter avec ce commerçant. C'est, on va dire, les entreprises qui sont les plus accessibles autour de vous. Oui, et puis s'ils n'ont pas encore commencé à avoir du marketing pour l'impact social, en interrogeant les clients sur, ce qu'ils attendent, ben, c'est le client qui vient à lui et qui lui dit ce qu'il attend. Et puis, je suppose aussi que vu qu'on parle de clients, c'est un enjeu, pour les commerçants, parce que voilà, comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il veut montrer au client qu'il fait sa part, qui s'implique sur ces sujets de RSE. Comment est-ce qu'il peut le montrer au-delà des labels qui va coller, sur sa vitrine? Le montrer, la communication, c'est toujours un point qui fait peur aux dirigeants et aux dirigeantes que je rencontre. Comment on parle de ces actions sans être qualifié de green ou de social washing. On avait enregistré tous les 2 un podcast sur le sujet en décembre dernier, donc si vous voulez vraiment plus d'infos dessus, vous pouvez aller l'écouter. Mais si je peux vous donner un seul mot, c'est la transparence. C'est en parlant de l'ensemble de la démarche de vos actions réalisées, et celles qui restent à faire, en incluant vos clients, dans la démarche RSE comme on l'a vu précédemment. Votre lieu physique aussi est un merveilleux appui pour ça. Vous pouvez, par exemple, créer un parcours dans votre commerce en imposant, des éléments de sensibilisation, soit très courts, soit des informations un petit peu plus longues, sur ce que vous avez prévu de faire, par exemple. Vous verrez, ça générera des conversations avec les curieux. D'ailleurs, j'ai vu que, il y a certains Biocop qui font ça à merveille et qui le rendent assez ludique. Oui, on peut aussi aller s'inspirer de commerces qui sont plus avancés que nous et aller voir comment ils font. Exactement. Alors merci Océane pour ces explications. Je me sens prête à entrer dans le concret avec l'interview. Est-ce que tu peux nous présenter l'invité du jour? Bien sûr Cassandre, notre invité du jour est le gérant d'une pharmacie dans le Maine-et-Loire. On a accompagné Thomas dans sa démarche RSE, pour son entreprise et en particulier pour, réaliser donc l'évaluation d'impact environnemental et sociétal et pour pouvoir engager ses salariés sur un plan d'action. Alors tu sais que les pharmacies ont des réglementations assez strictes concernant la publicité, donc on ne peut pas dire le nom de la pharmacie. Par contre, tous les habitués vont la reconnaître. Ok, eh bien super, merci et bienvenue à vous Thomas. Bonjour, bonjour à tous les deux, à toutes les deux. Alors ma première question c'est pourquoi est-ce que vous avez lancé une démarche RSE? Peut-être pas très commun dans les pharmacies, je sais pas, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler. À quel moment, dans quel contexte un petit peu c'est arrivé? D'un point de vue personnel, je suis intéressé par tout ce qui est développement durable et puis surtout au début c'était l'aspect plutôt écologique. Depuis déjà une vingtaine d'années, j'avais participé à la création d'un groupe Greenpeace à Angers il y a 20-25 ans. Et puis à la suite de ça, pas mal de lectures, pas mal de suivi de conférences, etc. Et notamment, j'avais lu un bouquin en 2002 d'Elisabeth Laville, qui est un peu une pape du développement durable, qui s'appelait L'entreprise verte, et où elle décrivait un peu certaines entreprises qui étaient très pionnières, donc on parlait de Patagonia, etc. Et je me disais à ce moment-là, bah, si un jour tu as une responsabilité d'être chef d'entreprise, oublie pas ça, et oublie pas de t'y mettre, et notamment le 1% pour la planète, etc. J'ai fait mes études de pharma, après j'ai bossé un petit peu en officine, et là j'ai repris des études sur le développement durable, un master à Paris, politique environnementale et développement durable, et là j'ai travaillé un peu dans l'industrie. Enfin, j'ai fait le choix de travailler, de faire un stage dans une industrie pharma, BMS UPSA, et à la suite j'ai pu travailler pour eux pendant 2-3 ans sur la thématique. Voilà, et après d'autres expériences professionnelles et puis retour en officine, et j'ai repris la pharmacie en 2017, et puis bah ça me semblait assez évident d'essayer de s'engager sur cette thématique là. Voilà. OK, ça marche et justement, comment est-ce qu'on lance un petit peu ce type de démarche en pharmacie? Hem, Par quoi est-ce que vous avez commencé? Alors c'est vrai que c'est une petite entreprise, donc il y a pas mal de choses qui reposaient au départ sur moi, d'autant plus que c'est assez peu développé dans des pharmacies que ce type de démarche. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'engager un peu l'équipe, et pour engager l'équipe et pour aussi, puisque je débutais, je les connaissais assez peu, j'ai rédigé un projet d'entreprise que j'ai essayé de partager et de faire valider. Et il y avait 3 points dans ce projet qui est bien-être, respect de l'environnement et qualité de service.
Et donc avec ces 3 points-là, j'essayais de leur donner un peu les lignes directrices qui sous-tendaient mes idéaux. Mais voilà. Après, ça se fait petit à petit, hein, ça se fait par un peu un bibition où je prends effectivement pas mal de décisions, mais j'espère que petit à petit, c'est elles aussi qui vont être, enfin je dis elles parce que c'est principalement des femmes, c'est elles qui vont être aussi moteurs sur cette thématique-là, quoi. Justement, est-ce que c'était difficile de les convaincre de vous suivre dans cette charte, dans ces idées? Est-ce que ça les a intéressées ou est-ce que ça les a inquiétées? Parce que, par exemple, elles avaient peut-être peur que ça change des habitudes. Voilà, quelle a été un peu la dynamique de l'équipe? Alors après, comme je reprenais l'officine, il y avait déjà plein de choses de nouvelles, donc pourquoi pas une de plus, qu'on a fait les travaux quasiment dans la foulée, donc de toute façon c'était un grand chambardement, et puis qu'en plus mon prédécesseur il est parti plus tôt que prévu pour des histoires enfin pour un problème médical important. Donc du coup, et l'ambiance était excellente. Enfin voilà. Donc elles vivaient toutes différemment les choses, mais certaines plus avec une appréhension d'effectivement de la nouveauté, mais pas spécifiquement la RSE, plutôt ma personne, qui j'étais, qu'est-ce que j'allais amener avec moi et comment j'allais organiser l'officine, et puis des travaux, et puis des changements d'horaire. Enfin voilà, il y avait plein de choses en même temps. Donc finalement, c'était une touche de plus que la RSE. Oui, justement, c'est vrai que, des fois, c'est plus facile de changer quand on est déjà dans une démarche de changement. Donc en fait, le fait qu'il y ait déjà des travaux, enfin voilà, une nouvelle personne pour diriger la pharmacie, c'est plus facile d'installer, des changements supplémentaires, de la RSE, par exemple, dans ces moments-là. C'est un peu des moments clés, le changement. Oui, voilà, c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. C'est que c'était une touche de plus pour elles, enfin pour je dis ça parce qu'elles c'est des femmes, une touche de plus enfin il y avait tout un tas de changements, dont la RSE, et c'était pas plus que ça énorme parce que il y avait les travaux, effectivement le nouveau patron, voilà. Donc c'était pas, ça c'est pas difficile, ça s'est pas passé de manière trop difficile. Après l'intérêt qu'elles avaient ou pas pour le sujet, ça, ça, ça vient petit à petit, ou ça vient pas, mais tant pis, c'est le projet d'entreprise, et elles sont d'accord pour le suivre. Donc, voilà. OK. Et est-ce qu'il y avait des choses qui ont été plus faciles à mettre en place que d'autres ou des habitudes à modifier qui étaient difficiles et d'autres très faciles au contraire? Bah, je pense qu'il y a des choses qui sont plus simples, au sens où, par exemple, si on décide de référencer des produits de zéro déchet, voilà, c'est pas extrêmement difficile pour nous. Est-ce que ça marche? Ça, c'est pas certain d'ailleurs, mais néanmoins, on arrive facilement. C'est notre boulot que d'acheter et de revendre, donc ça, on peut y arriver. Après, quand on va un peu plus dans le dur, là, on pourra reprendre cet exemple après, mais j'ai essayé de travailler un peu sur la mobilité, et parce que j'ai une de mes employées qui habite à 5 kilomètres, donc j'ai essayé de pousser à la mobilité à travers, enfin avec le vélo. Bon bah là ça a été plus dur parce que là il y a un vrai changement d'habitude. Il y a sûrement peut-être un peu d'interrogation, mais pourquoi mon chef d'entreprise me parle de ça, effectivement, voilà. Mais bon, néanmoins on a réussi à faire quelque chose quand même, quoi. Mais il fallait pour moi aussi avoir une certaine forme de cohérence et d'exemplarité. Donc effectivement, je me suis mis moi au vélo avant elle, et avant de proposer ça. Et en me rendant compte qu'elle avait une distance 2 fois moindre que la mienne, j'ai pu lui dire, bah, peut-être qu'on peut essayer de trouver quelque chose, quoi. Ouais, par l'exemplarité, on arrive à à faire changer les comportements un petit peu parfois. Donc oui, ce qui est le plus facile, c'est finalement tout ce qui est, des process, que ça soit lié ou pas à la RSE, c'est voilà, vous disiez des référencer des produits différents. Bah, voilà, ça reste référencer des produits, donc c'est quelque chose de similaire à ce que vous faisiez déjà. Et ce qui C'est est ça. difficile à changer finalement, c'est, comme toujours, c'est un peu les habitudes personnelles et l'humain. C'est ça. Et je me posais aussi une question, quand Océane m'a dit qu'on allait traiter le sujet de la RSE et de l'impact, chez les artisans, les petits commerçants. Je me disais, en fait, pour moi, c'est des personnes qui ont très peu de temps libre, pour des sujets, annexes, et qui ont pas de fonction support, qui ont pas de responsable RSE, typiquement. Comment on trouve le temps et les ressources aussi de mettre en place une démarche RSE? Bah après, voilà, quand on a des convictions fortes et des idéaux,
ça fait partie d'une forme de crible ou de grille d'interprétation de tous nos choix, enfin pour moi. Après, la suite pour l'équipe, il y a besoin que je les challenge sur le sujet ou que je leur explique le pourquoi et qu'est-ce que j'attends, voilà. Mais cette notion de temps, effectivement, souvent, beaucoup de mes confrères décrivent ça, de la course après le temps, mais on peut aussi faire des choix un peu plus de décider qu'on emploie un peu plus de monde, quoi. Voilà. Et du coup, d'avoir plus le temps pour le quotidien et pour se former et pour voilà. Cette notion de temps, c'est peut-être parce qu'on est un peu trop à la recherche du tout économique et d'optimiser au maximum, etc. et qu'on s'est pas posé la question sur est-ce qu'on peut faire différemment. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de bouger vraiment dans les titulaires d'officine où avant, le, le, le standard, c'était on travaillait 60 heures par semaine et puis on le disait bien et puis on décidait de tout. Et voilà. Voilà, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, c'est pas la vie que je mène aujourd'hui. J'ai 2 enfants, une épouse, je travaillais 45 heures et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de déléguer, donc il faut des employés aussi pour faire le boulot, etc. Et on peut aussi commencer à déléguer d'autres sujets que le pharmaceutique, quoi, et commencer à réfléchir un peu plus à effectivement à l'aspect RSE, parce que pour moi c'est essentiel et ça commence à le devenir pour beaucoup de monde, j'espère. Ouais, donc pour vous, c'est une question de choix surtout d'avoir le temps ou de pas avoir le temps. Oui, Si on veut le oui, faire, on le fait. c'est ça. Mmh, Ouais. OK. Et vous parliez de déléguer à l'instant. Est-ce qu'il y a des actions de votre plan d'action RSE que vous avez déléguées à une partie de l'équipe? On a co-construit avec Océane en fait un plan d'action suite à l'audit. Et effectivement, c'était co-construit, donc chacun pouvait prendre des points à adresser et c'est ce qui s'est passé. À la fois sur l'aspect un peu de communication. Là, on va retravailler un peu sur le reporting parce que ça a été bien mis en lumière par Océane qu'on travaillait pas assez sur le reporting de données en fait pour suivre un peu l'évolution. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est la consommation d'eau, d'électricité et puis de papier parce que c'est ça qui est plus lourd entre guillemets chez nous. Ça, je l'ai délégué en fait, hein. J'avais un entretien individuel il y a 2-3 jours avec une des filles. Je lui ai proposé cette mission-là, elle a dit oui. Voilà. Bon. Oui, il y a aussi de la délégation de ça, ou par exemple le référencement de certains produits zéro déchet. Les filles ont pu choisir, ou on a essayé, c'est plutôt comme ça qu'on a travaillé, on a essayé pour voir si nous, ça nous convenait et qu'on était prêt à passer le pas, et après on sera plus à l'aise pour le proposer à nos patients, quoi, à nos clients. OK, et du coup, ça, c'est chouette parce que vous avez cité pas mal d'exemples de choses que vous avez mises en place, récemment. Hem, donc globalement, dans la démarche que vous avez menée, donc je comprends qu'il y a eu un audit et un plan d'action. C'est quoi les principales actions ou disons, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place? On peut peut-être parler de la thématique bien-être d'abord, qui est peut-être la plus innovante aussi par rapport à une pharmacie et puis par rapport à une petite entreprise. Donc, j'ai essayé de travailler sur proposer des conditions de travail sympas ou agréables. Bon, là, ça a été fait lors du réagencement complet, mise en place d'une salle de pause, des massages qui sont proposés tous les 15 jours aux employés sur place, massages assis. Et puis d'être toujours à l'écoute sur leurs besoins exprimés. Donc là, ça peut se voir dans la partie management où vraiment on a essayé de travailler sur un emploi du temps qui puisse. Effectivement, il y a des contraintes d'ouverture de l'officine, mais on peut essayer aussi de travailler sur un emploi du temps à peu près sympa. Ce que j'ai pu observer chez des confrères où véritablement les emplois du temps se font sur 5, 6 semaines, etc., qui donnent absolument aucune visibilité simple pour le salarié, encore plus difficile si les parents d'enfants, parce que effectivement une fois c'est 9h15, une fois c'est 9h30, une fois c'est le mardi matin qu'il est libre, une fois, enfin voilà, ce qui permet pas du tout de gérer sa vie facilement. Donc moi les emplois du temps, il y en a 2 qui ont des emplois du temps fixes toute l'année, tout le temps, et puis 2 autres c'est une semaine 1, une semaine 2 parce qu'elles travaillent un samedi sur 2, donc c'est forcément différent. Donc ça, j'attache beaucoup d'importance. Sur l'aspect management, un salaire de base assez élevé, plus un 13e mois. Et puis refuser l'aspect compétition entre eux,
avec des challenges ou des rémunérations annexes sur des résultats de vente, parce que je considère que notre métier, c'est pas que ça, il y a beaucoup de travail aussi en back-office, et on peut pas rémunérer plus l'un ou sur l'autre parce qu'il a vendu plus de produits, mais peut-être qu'il a fait plus de rangements, enfin voilà, ça me semble... voilà. Travailler aussi beaucoup sur la délégation de tâches, mais d'un point de vue complet, pas simplement je te déléguerai une fois que j'aurai pris toutes les décisions, quoi. Laisser aussi le salarié avoir la capacité de prendre la décision de A à Z. L'intégration de la diversité, bah ça, la diversité, c'est venu à ma porte. J'ai eu un pharmacien qui est venu me voir il y a 2 ans. Enfin, il est pharmacien, mais il est pharmacien syrien. Et en fait, il cherchait un maître d'apprentissage parce que il n'a pas réussi à avoir d'équivalence avec son diplôme syrien. Et donc, il a repris des études pour devenir préparateur en pharmacie. Voilà. Bon. Bah, ça, c'était très intéressant pour nous aussi parce que bah, si on peut des fois misérer un peu, on se rend compte que bah, il y a plus difficile. Et puis, c'est très intéressant et très enrichissant aussi d'avoir un point de vue comme ça de quelqu'un qui d'ailleurs va trouver du boulot très rapidement parce que il y a vraiment un besoin. Et puis, il finit ses études chez moi dans un mois. Enfin voilà. Donc, il va être sur le marché du travail, il va trouver tout de suite du boulot. Donc il y a aussi ça qui est assez sympa, c'est qu'on accueille beaucoup d'apprentis, de stagiaires, etc. Et du coup, on se remet toujours en question et puis bah, on les aide à avancer dans leur vie professionnelle. L'aspect relation d'équipe, bon bah la bonne ambiance, elle était déjà initiée par mon prédécesseur, donc j'ai simplement essayé de suivre un peu ça. Donc c'est des repas d'équipe, voilà, des week-ends. Ça c'est quelque chose que j'ai fait nouvellement. Il y a 3 semaines à moi, on est parti en week-end, un peu ce qui se fait dans les grosses boîtes, le team building. Donc on a fermé la pharmacie le samedi après-midi et puis on était faire escape game, voilà, carte électrique, parce qu'il fallait quand même que ce soit un peu vert. Et puis on a fini en boîte de nuit. Voilà. Donc ça aussi c'est l'aspect ambiance. C'est peut-être un peu long toute cette partie-là, mais bon, c'est le concret. Après sur l'aspect environnemental, on a essayé de travailler sur notre organisation plus interne. Bon, ça c'est assez simple éventuellement à mettre en œuvre, mais tout ce qui est achat de consommables, éco-responsable, voilà. Bon, après avec les labels, on est bien aidé. Le travail sur les choix de fournisseurs, ça c'est plutôt sur l'aspect logistique que j'ai essayé de travailler où on a un grossiste pour le pharmacien, c'est très important. Le grossiste, c'est lui qui nous livre quotidiennement nos médicaments, mais il est aussi de temps en temps rattaché. Enfin, il peut aussi nous livrer d'autres types de produits qui sont les produits de parapharmacie, les produits qu'on vend en direct aux patients. Et donc là, le fait d'avoir choisi une structure grossiste coopérative et qui est à 5 km, il y a une livraison qui se fait de manière quotidienne, donc on n'a pas, je fais très peu d'achats directs, donc j'ai réduit quand même la voilure en termes de logistique, en termes de déjà les commerciaux, je les rencontre peu ou plus, donc déjà j'ai réduit cette partie-là, et puis il y a du regroupement de commandes, et puis il y a une livraison donc via le grossiste, il y a moins d'emballage parce qu'ils utilisent des caisses qui sont réutilisables, voilà. Donc ça c'était un choix aussi de ce grossiste pour ça. Et puis sur l'eau, l'énergie, on essaie de réduire. J'ai fait le choix d'être chez Enercop pour la partie électrique. Et puis on essaie de travailler à la sensibilisation de l'équipe, un peu aussi vis-à-vis de nos clients. Donc on a supprimé les stacks de caisse, on a donné un petit peu d'informations sur pourquoi on le fait et pourquoi on met en avant aussi certains produits. Et puis après d'autres sujets, bah, le vélo, on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure. Voilà, le 1% pour la planète, donc 1% du chiffre d'affaires intégral de tout le chiffre d'affaires de la pharmacie est donné à des associations environnementales. Voilà, pour l'instant c'est ça. C'est déjà pas mal pour une démarche qui est plutôt récente. Et puis, voilà, merci d'avoir été aussi exhaustif parce que ça donne du concret et c'est ça qu'on recherche aussi, c'est concrètement ce qu'on peut mettre en place. Et il y a finalement plein de choses que vous avez citées que même en n'étant pas dans une pharmacie, dans n'importe quelle entreprise, ben, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Donc, euh, très intéressant, merci. Je me demandais, est-ce que ça change quelque chose, une démarche RSE, en termes de métier? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire évoluer les métiers de votre structure? Après, je pense que c'est assez peu de visibilité vis-à-vis de nos clients, nos patients. D'ailleurs, ça avait été un point qui avait été évoqué par Océane dans son rapport, effectivement, qu'on
qu'on communique assez peu sur la thématique et que ça se sait du coup assez peu. Mais pour moi, c'est essentiel d'être aligné à peu près avec mes convictions, malgré le chemin encore qui est très important à parcourir si on veut, je sais pas, par exemple, respecter les engagements du GIEC, enfin les engagements, les propositions du GIEC. Et puis que on est pétri quand même d'ambivalence par rapport à ce chemin-là. Mais je pense qu'il y a quand même un effet sur la profession, je sais pas, mais à travers des personnes qui seront passées par chez moi, enfin plutôt des stagiaires parce que le reste de l'équipe est assez stable. Euh, un, aussi l'information ou enfin je donne un cours aussi à la fac auprès des étudiants en 6e année où j'évoque toute cette thématique-là. Euh, Peut-être que ça va leur ouvrir d'autres horizons et de se dire bah tiens on peut faire un peu différemment. Donc ça peut être un changement radical etc. Mais ça peut quand même faire évoluer un peu les pratiques quoi. Et puis mettre ça aussi comme filtre supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a comme casquette déjà en tant que chef d'entreprise, mais rajouter ce filtre RSE qui me semble indispensable quoi. Ouais. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous anime. Donc, rien que pour ça, je dirais que ça vaut le coup d'essayer de l'intégrer. Est-ce que vous avez une vision de ce que c'est la pharmacie engagée de demain? Imaginez, on est en 2050, ça ressemble à quoi une pharmacie? Alors il y a de grandes transformations nécessaires, je pense, pour en tout cas être si on a par exemple l'objectif de 2050 de la neutralité carbone, effectivement là, ça a dû beaucoup changer. Dans la structure elle-même de l'officine, le point physique, je pense qu'on a dû faire des travaux sur le bâti. Donc, du coup, de manière inhérente, toutes nos consommations d'eau, d'énergie ont dû réduire. Mais après, sur l'aspect logistique, on aurait réduit nos livraisons et ce serait pas 2 fois par jour qu'on serait livré, mais une fois. Le modèle de ce dont je discutais tout à l'heure de la livraison et des achats en direct aurait complètement été supprimé. On achèterait directement via notre grossiste pour réduire les transports de médicaments. Et puis on aurait consommé et on consommerait, les patients français consommeraient beaucoup moins de médicaments euh, avec plus de rationalité au niveau médical et puis un peu moins d'attente de la part du patient du tout médicament quoi. Et puis après, on aurait relocalisé peut-être une partie des principes actifs, de la production des principes actifs en Europe, où on a des normes sociales et environnementales qui sont quand même plus élevées que les pays asiatiques. On aurait réduit vraiment le catalogue de médicaments. Aujourd'hui, on a pour une même classe de médicaments, on a peut-être 10 fois la même chose, de 10 labos différents, mais qui génèrent forcément plus d'impact sur l'environnement. Et puis, on conseillerait encore plus de produits au naturel. Pour l'instant, une petite vision comme ça pourrait être ça. Océane, tu as une idée, vu que tu as travaillé avec Thomas, est-ce que ça t'a donné des idées sur la pharmacie engagée de demain? Est-ce que, par exemple, ça pourrait faire autre chose que vendre des médicaments, puisqu'il y en a presque dans dans tous les villages, dans toutes les villes. Effectivement, c'est un point que tu précises, c'est-à-dire la pharmacie, c'est vraiment un point de proximité en termes géographiques, mais aussi de proximité humaine. Dans un autre domaine, on peut comparer ça à la boulangerie, par exemple, ou les quelques postes qui restent dans les coins ruraux en termes de points de référence géographiques et de proximité. On peut imaginer de partir encore plus vers sur le côté pharmacie au naturel, santé holistique, voilà, sur ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est ma vision, on va dire, personnelle de la pharmacie de demain. C'est moins de produits et plus de conseils et plus de produits naturels, uniquement ce qu'on a besoin. Ok, ben, vivement de voir. J'ai hâte de voir ça. 2050, on a dit. Ouais, je sais, l'autre jour, j'ai calculé quel âge j'aurais, ça m'a fait peur. Ouais, ça peut. Bon, alors, pour revenir au présent et diffuser ce type de démarche que je trouve excellente, je me demandais, tout à l'heure, avant de commencer, vous me disiez que vous aviez déjà communiqué auprès
d'autres pharmaciens, vous aviez déjà partagé votre démarche. Moi, j'avais réfléchi aussi aux commerçants, qui se réunissent en association de quartier ou de ville et cetera. Alors je ne sais pas si ça existe chez vous, mais c'est une piste que vous avez explorée pour, sensibiliser d'autres commerçants au-delà de juste votre pharmacie? De vis-à-vis des autres secteurs, non, je suis pas en lien, je suis en lien essentiellement avec les pharmaciens. Alors effectivement, il y a dans à proximité de ma pharmacie, il y a d'autres commerces, il y a 4 commerces, mais donc je peux échanger effectivement, éventuellement un peu avec le directeur de la grande surface d'à côté, mais j'ai pas évoqué tout ça encore, non. Oui, oui, je sais qu'il y a certaines associations de commerçants qui commencent à intégrer ces enjeux-là, dans leurs échanges pour aller au-delà de, comment on fait pour vendre plus. Oui, c'est assez nouveau encore. J'avais une dernière question qui est un peu la question classique, sur ce podcast qui est: est-ce que vous avez un conseil écolo au boulot à nous partager? Alors un conseil, mais c'est plutôt un conseil pour, en tant que chef d'entreprise, quoi, l'importance de ne pas penser seul. Et même si c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, bah, comme par exemple celui-là, toute la RSE, on a besoin de son équipe, et ça nous fera avancer d'avoir un regard déjà différent, et même si ça va pas dans le même sens et que on aimerait en tant que chef d'entreprise pouvoir décider et puis aller dans la direction A, mais si derrière toute l'équipe voudrait aller dans la direction B, ça va être très très difficile, donc faut peut-être trouver une autre destination. Et puis l'importance aussi de d'accepter de lâcher un peu l'aspect uniquement économique qui obsède un peu le chef d'entreprise, qu'on peut pas faire que des choses toujours rentables, on peut pas penser toujours qu'à la rentabilité économique, et que c'est bien aussi d'aller vers d'autres choses qui sont utiles ou qui ont du sens pour nous, et d'arrêter un peu aussi avec beaucoup de mauvaise foi. Je suis quand même dans une profession, enfin en tout cas sur la partie chef d'entreprise de la pharmacie d'officine. L'officine est une structure qui est très rentable d'un point de vue économique. Donc quand j'entends en systématique la critique en disant que c'est difficile, etc., bah, ils ont peut-être oublié qu'ils ont été salariés et puis le salaire qu'avait le salarié, ou ils ont peut-être oublié qu'il y avait d'autres personnes sur cette planète qui avaient plus de difficultés qu'eux, et voilà. Donc voilà, lâcher un peu l'économique, je pense que ça c'est prioritaire. De toute façon, si on le fait pas, on n'ira pas vers la RSE, parce que effectivement, ça prend du temps. Effectivement, qu'est-ce que je vais m'embêter avec des savons sans savon, alors que je peux vendre classiquement, enfin des savons sans emballage, ou des qu'est-ce que je vais m'emmerder avec ça? Je vendrais tout aussi bien mes brosses à dents qu'ils ont l'habitude d'acheter mes clients, quoi. Ça, c'est un conseil. OK, donc pensez à déjà ne pas agir seul, aller avec l'équipe et co-construire avec l'équipe et voilà, sortir du tout économique pour aussi penser à ce qui est utile et Ouais, et puis aussi vis-à-vis de son équipe, avoir vraiment une réelle bienveillance, et les considérer pas simplement comme des pions qui sont là pour faire que la structure fonctionne et que les patients, enfin voilà, considérer comme des êtres humains avec qui on échange et avec qui on a des clés de compréhension de leur vie, etc. Et tout ça, si on a gagné un peu plus en connaissance des gens de son équipe, ben, on va plus facilement reconstruire un agenda, enfin pour eux, un emploi du temps adapté, parce qu'on sait que elle élève seule sa fille, parce que, enfin, pour plein de raisons, quoi. Et on peut pas oublier d'être humain parce qu'on est chef d'entreprise, quoi. bah, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Océane, est-ce que tu as un mot de conclusion, suite à tout ce qu'on a dit? Eh bien, je pense que les derniers mots de Thomas étaient à garder en mémoire, ne pas oublier d'être humain. Moi, j'ai une espérance, en fait, surtout par rapport à ce podcast, c'est que on ait d'autres petits commerçants qui puissent, artisans ou commerçants qui puissent prendre, venir piocher dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce que Thomas vous avez partagé, et commencer à mener des actions à leur échelle. Voilà, que ce soit des salariés de commerce ou que ce soit les dirigeants, mais qu'on puisse leur avoir donné quelques clés. Voilà, voilà mon espoir avec ce podcast. Merci. Merci, au revoir. Merci Thomas.
Merci pour votre écoute de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous connaissez des commerçants ou des pharmaciens, partagez-leur cet épisode pour les aider à penser ou repenser leur engagement. N'oubliez pas que le mardi 28 juin à 18h30, nous avons le premier atelier visio écolo au boulot. On va parler ensemble de comment on peut sensibiliser son entourage professionnel. Je vous mets le lien en description de cet épisode, vous pouvez encore vous inscrire. Voilà, merci encore et à bientôt. Salut!